Georges Simenon, vous venez de faire paraître un nouvel ouvrage, La Chambre bleue. Il s'agit pour une fois d'un roman qui ne fait pas partie de la collection des Maigret. J'aimerais savoir comment est né ce livre. Écoutez, d'abord, il faudrait s'entendre sur une phrase que vous venez de dire, qui ne fait pas partie de la collection des Maigret. Sur 190 romans à peu près que j'ai écrits, il n'y a que 58 Maigret. C'est Donc exact. en réalité, il n'y a qu'un tiers de Maigret. Mais enfin, La Chambre bleue a peut-être une petite caractéristique qui existe dans d'autres romans, mais qui a rarement été remarquée par la critique. J'appellerais La Chambre bleue un roman impressionniste. Lorsqu'on m'a demandé, immédiatement après que j'avais écrit Les Anneaux de Bicêtre, ce que je préparais, Les Anneaux de Bicêtre était un roman très lent, très en introspection, si je puis dire. C'était tout de même un homme couché dans son lit qui longuement réfléchissait à son passé. J'ai eu envie d'un roman dur, bref et violent, d'un roman d'action violent avec des personnages beaucoup moins évolués. Et qui paraît 6 mois après les anneaux de Bicêtre, donc dans un C'est laps de temps cela. très court. C'est donc presque l'anti-Anneau de Bicêtre. C'est tout à fait le contraire. Et alors, j'ai écrit ce roman un peu comme mon ami Vlaminck ou mon ami Derain, lorsqu'il venait de faire une grande toile, allait sur le motif, comme il disait, et à grosses touches, peignait un arbre ou un champ de blé ou un paysan dans son champ. Vous comprenez? Je suis parti de l'idée, en réalité, si on peut appeler ça une idée, de l'image de ces petits hôtels de province en France où souvent vous avez encore les murs peints en bleu de lessive. Vous savez, ce bleu spécial, le bleu de lessive dont servait ma mère, en tout cas dont servent encore les femmes, je crois, pour rendre le linge plus blanc. Un Je bleu voulais très beau à l'œil. C'est cela. Et je voulais dehors un soleil écrasant, les volets à moitié fermés, une petite gare jaune devant, avec un petit train. Voilà tout le départ des Anneaux de Bicêtre. Je n'avais aucune idée de ce que ça deviendrait, de ce que seraient les personnages, de rien du roman. Mais il me semble qu'il faut s'appeler Georges Simenon pour qu'une image visuelle fasse un livre, fasse des personnages. Eh bien, sur les 190 romans dont je viens de vous parler, je crois qu'il y en a au moins 60 qui sont partis sur une image comme cela. Mais peut-être rarement aussi fort, parce que non seulement ça m'a servi de point de départ, mais c'est devenu un leitmotiv. Dans tous les chapitres, on retrouve, soit au présent, soit au passé, soit au futur, cette même chambre bleue. Sans cette chambre bleue, rien n'existerait. Cette chambre bleue avec le lit à courte pointe, etc., j'ai dû y mettre une scène quasi érotique, je l'avoue. Ça m'a d'ailleurs très fort gêné. Et ceux qui achèteront le livre en s'imaginant lire un livre léger et sexuel seront très étonnés et très déçus. Parce que par la suite, il n'en est plus question. Mais il était nécessaire, avec le bleu du mur, avec le petit train, avec l'atmosphère, avec la chaleur, d'avoir cette image quasi érotique du début. Je crois que c'est un parallèle qu'on peut faire avec certains ouvrages de Maigret, sinon tous les ouvrages de Maigret. Vous partez presque toujours d'une atmosphère d'un ouvrage. Et vos personnages sont conditionnés par l'atmosphère qui les entoure. Oui. C'est la méthode de Taine, enfin, en Oui, quelque sorte. mais alors ici, au lieu de suivre la logique des événements, au lieu de suivre d'ailleurs le fil des événements, j'ai continué à travailler à grosses touches. Exactement comme ces peintres que je citais tout à l'heure, travaillaient avec un large pinceau et avec de grosses taches de rouge, de vert, de bleu, etc. J'ai essayé de faire un roman tout en couleur et avec des personnages aussi simples que les images. Des personnages aux passions violentes, mais des personnages humains quand même. Mais en dehors du plaisir de créer, de peindre, est-ce que vous avez quelque chose à dire dans un tel ouvrage? Est-ce que ça correspond à un besoin intérieur tout de même? Oui, j'ai essayé tout de même de montrer que l'amour d'une femme pouvait arriver à tel paroxysme qu'elle fasse condamner pour un crime qu'il n'avait pas commis l'homme qu'elle aime. Parce que c'était encore un moyen de le garder. Plutôt que de le perdre, plutôt que de le tuer, elle l'a fait condamner. Et c'est encore de l'amour. C'est-à-dire, j'ai voulu aller, si vous voulez, jusqu'à l'extrémité de l'amour. Elle a menti, elle a tout fait
pour qu'ils finissent par être condamnés. On retombe toujours sur des histoires sinon policières, tout au moins un procès chez vous. Mais écoutez, on pourrait dire que si la police avait existé du temps des Grecs, enfin comme elle existe chez nous, toutes les tragédies grecques se termineraient aussi par un procès. Parce que ça termine toujours aussi ou par un crime ou par une mort violente. Si vous voulez prendre les tragédies de Shakespeare, ce serait la même chose. Après Hamlet, il y aura un procès tout de même. Et un procès bien plus important encore que tous les procès qui ont pour l'instant le headline, comme on dit, c'est-à-dire les gros titres dans les journaux. N'oubliez pas que lorsque la vie humaine, lorsque l'être humain va jusqu'au bout de lui-même, il est rare que ça ne finisse pas en catastrophe. Vous avez le sens de la fatalité? Oui. Je crois que l'être humain, passé un certain degré de passion, ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des êtres humains sans passion? Est-ce que vous, Georges Simenon, romancier, êtes capable de vous attaquer à des êtres humains presque sans passion? Ça ne vous intéresse pas? J'ai essayé, si, je crois que j'ai quelques personnages qui n'ont pas eu de passion, mais alors ce sont fatalement des personnages relativement pâles, et ou bien qui ont étouffé leur passion à force de volonté, ceux-là je les respecte, je leur tire mon chapeau, ou bien qui sont nés sans ces passions, qui sont des faibles, si je puis dire. C'est en définitive une vision assez pessimiste, assez noire que vous avez de la vie? Non, de la vie, c'est-à-dire de la vie, je ne pourrais pas vous répondre, mais de l'homme, non. J'ai au contraire pour l'homme un amour passionné et j'ai une foi en lui extraordinaire. Que ce petit être qui a été peut-être une sorte d'huître, une sorte d'être informe, soit devenu ce qu'il est devenu, alors qu'il est l'être le moins armé du monde. Car nous sommes les êtres les moins armés du monde. Quand vous pensez qu'un enfant à l'âge d'1 an et demi ne marche pas encore normalement et ne parle pas, alors que un jeune veau, 1 heure après être né, commence déjà à galoper dans le pré, il est évident que nous sommes vraiment très peu armés. Et que nous soyons arrivés à dominer en quelque sorte la nature, on peut le dire plus ou moins scientifiquement, est la chose la plus extraordinaire du monde. Nous avons les races les mieux armées qui disparaissent. Bientôt, il n'y aura plus de lions. Bientôt, il n'y aura plus d'éléphants. Il n'y a déjà plus de bisons, je ne parle pas alors des animaux préhistoriques, qui étaient armés, qui avaient des carapaces, qui avaient tout. Et nous qui avons une peau tellement sensible qu'on hésite à se raser le matin, on s'écorche, qui n'avons rien, eh bien nous arrivons à survivre. Alors voyez ce drame tout de même. C'est tout de même une chose admirable que cette évolution de l'homme. C'est un peu là votre philosophie, c'est ce que vous essayez de mettre dans vos romans, ou tout au moins de décrire. Inconsciemment, parce que lorsque j'écris un roman, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaye de partir d'une chambre bleue, et de 2 êtres qui sont là, 2 amants dans cette chambre bleue, et c'est tout, et d'un petit train qui arrive sur la place. Et c'est ça, ça m'amène à vous poser cette question qu'on vous a posée sans doute assez souvent. Pourquoi écrivez-vous? C'est une sorte de plaisir chez vous. Eh bien non, ce n'est pas un plaisir, c'est une souffrance, mais une souffrance dont j'ai besoin. Parce que chaque fois que j'écris, je suis très anxieux, j'ai un trac effroyable. Pendant 3-4 jours avant de me mettre à écrire, j'en ai des sueurs froides. Le premier matin où je me mets à ma machine ou bien à ma table, je souffre vraiment d'une angoisse comparable à une angine de poitrine, à une crise d'angine de poitrine. Donc j'ai un terrible trac. Mais c'est un besoin, parce que lorsque j'ai passé un certain nombre de semaines ou de mois dans ma propre peau, j'ai besoin de me mettre dans la peau d'un autre, j'ai besoin d'essayer de recréer d'autres hommes.